Cette semaine dans Afrique, nous nous rendrons dans l'école de sage-femme de Masuba qui tente d'enrayer la mortalité maternelle très élevée en Sierra Leone. Nous irons ensuite au Kenya où les matatu, des bus customisés, rivalisent d'imagination pour attirer les clients. Enfin, nous irons en Afrique du Sud où les habitants des quartiers pauvres vont chasser dans des réserves privées pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais d'abord, les titres de l'actualité. La Tunisie a reçu jeudi 20 millions de dollars de matériel militaire pour renforcer sa lutte antiterroriste. Il s'agit d'un don des États-Unis qui ont désigné la Tunisie comme un allié majeur l'année dernière. Les avions de surveillance et de reconnaissance devraient aider à repérer les combattants du groupe État islamique qui tentent régulièrement de s'infiltrer dans le pays depuis la Libye. Le même jour, à Tataouine, des centaines de personnes ont défilé contre le terrorisme. Ils ont notamment rendu hommage à 4 gendarmes tués la veille lorsqu'un djihadiste avait actionné sa ceinture d'explosifs. Les nouvelles technologies, vecteurs de croissance. C'est le credo du 26e Forum économique mondial pour l'Afrique qui réunit une dizaine de dirigeants africains et plus de 1000 participants. Avec la chute des cours des matières premières, la diversification de l'économie en Afrique et la révolution numérique sont au cœur des discussions. Mais plusieurs participants estiment que le continent doit d'abord améliorer l'accès de sa population à l'électricité pour lancer cette révolution. C'est un ex-putschiste qui a été élu président aux Comores face aux candidats du pouvoir sortant et à l'issue d'élections entachées par des bourrages et des destructions d'urnes. Le colonel Azali Assoumani disposait d'un atout majeur, le soutien d'Ahmed Abdallah Sambi, ex-président et dirigeant charismatique de l'opposition. L'investiture du nouveau dirigeant est prévue pour le 26 mai. Le président ougandais Yoweri Museveni a prêté serment jeudi pour son 5e mandat après un scrutin très controversé en février. Aucun pays occidental n'envoyait de représentants à la cérémonie. Mais les dirigeants africains, eux, étaient là, y compris le président soudanais Omar el-Béchir, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide au Darfour. Scandalisé, l'ONG Human Rights Watch estime que Museveni aurait dû arrêter le président soudanais et le remettre à la CPI. Mais pour le président ougandais, la Cour pénale internationale n'est qu'une bande d'inutiles. Il a enfoncé le clou, ajoutant que l'Ouganda ne travaillerait plus avec les pays occidentaux, fiers et arrogants. Des dizaines de milliers de mineurs d'or atteints de silicose vont pouvoir poursuivre des compagnies minières dans le cadre d'une action collective. C'est ce qu'a décidé la justice sud-africaine, saisie initialement par 56 mineurs. Les plaignants affirment avoir contracté la silicose en travaillant pendant des années dans des conditions dangereuses. Cette décision de justice ouvre la voie à d'éventuels dédommagements de centaines de millions de dollars. Dans quelques semaines, 70 nouvelles sages-femmes fraîchement diplômées seront déployées à travers la Sierra Leone, pays qui connaît la plus forte mortalité maternelle au monde. C'est dans cette école de sage-femme qu'Aminata apprend à donner la vie. Au cours d'un stage dans un village reculé, cette jeune étudiante s'est confrontée à la réticence des populations vis-à-vis des structures de santé. Une méfiance largement répandue en Sierra Leone. Les gens ne font pas confiance aux établissements hospitaliers, ils font confiance aux médicaments traditionnels. Nous les conseillons, nous leur expliquons l'importance de l'hôpital, mais certains continuent à refuser de s'y rendre et ils rentrent chez eux en se disant « je ne veux pas aller à l'hôpital ». Dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest qui compte seulement 2 écoles de sages-femmes, le taux de mortalité maternelle est le plus élevé au monde. Il est notamment dû à des grossesses précoces et rapprochées. Pour sensibiliser les femmes au contrôle des naissances et les initier aux techniques de contraception modernes, l'école de Masuba, dans le centre du pays, a adopté une démarche respectueuse des pratiques de contraception locales. Nous enseignons à nos étudiants des soins adaptés aux cultures de notre continent, car nous voulons respecter les pratiques traditionnelles. Si vous les contestez, personne ne va s'intéresser aux pratiques modernes. Donc oui, nous les encourageons en expliquant « cette pratique est bonne, mais vous pouvez l'améliorer en consultant le planning familial ». Une coopération a par ailleurs été initiée entre les sages-femmes et les accoucheuses traditionnelles. Une expérience qui s'est révélée plus ou moins fructueuse. À Malshaka, dans la structure là-bas, les femmes enceintes fréquentent la clinique prénatale, mais ensuite, elles tiennent à donner la vie avec les accoucheuses traditionnelles.
2 de nos étudiantes qui y étaient postées étaient volontaires pour mener des missions de formation et de sensibilisation là-bas. Mais quand elles sont allées sur place, elles ont découvert que c'était l'accoucheuse traditionnelle qui effectuait tous les accouchements à domicile. Soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population, l'école de Masuba reçoit chaque année des centaines de candidatures. Un engouement pour le métier de sage-femme que l'école ne peut cependant pas absorber, faute de place. S'ils forment plus de sages-femmes et que les sages-femmes assistent à chaque naissance, cela contribuera grandement à réduire la mortalité maternelle parce que nous avons besoin de formation. Le programme que nous leur enseignons, c'est d'adopter la bonne attitude et de leur dire l'importance de cibler les défaillances dans les communautés et ainsi impliquer les communautés dans la prestation de soins aux femmes et aux enfants. Dans quelques semaines, 70 nouvelles sages-femmes fraîchement diplômées de l'école de Masuba seront déployées à travers la Sierra Leone pour accomplir le plus beau métier du monde et permettre ainsi à de nombreuses mères de mettre au monde leur enfant dans de meilleures conditions. Dans les embouteillages de Nairobi, ce sont les stars incontestées. Les matatus se faufilent partout et avec style. Les quelques 18 000 engins qui sillonnent les rues rivalisent d'inventivité pour attirer les jeunes clients. Carrosserie pimpée, moteurs débridés et graffiti à l'effigie de stars internationales, les matatus tapent à l'œil ont la cote. Les graffitis, ça attire l'œil. Et la beauté, c'est ça qui nous attire. Donc avec un beau matatou comme ça, on s'attend à trouver du wifi gratuit et de la bonne musique. C'est comme un vêtement, tu choisis toujours les plus beaux vêtements. Pour attirer les clients, il faut toujours l'améliorer. Wi-Fi, écran plasma, musique assourdissante, les matatus sont de véritables boîtes de nuit roulantes. Pour 150 shillings, soit 1,50 $, les Nairobiens s'offrent une virée électrique dans la capitale kenyane. Aux manettes de ces bolides, les conducteurs zigzagent dans la circulation chaotique. Mi-rockstar, mi-bad boys, ils sont très courtisés par les plus jolies filles de la ville. Ce n'est pas moi qui leur dis de s'asseoir devant. On leur plaît beaucoup, donc ce sont elles qui choisissent. On leur plaît. Avant de s'élancer sur les routes, les matatus nécessitent plusieurs semaines de préparation. Les meilleurs artistes de la région se succèdent à leur chevet. Une décoration réussie, c'est un moyen de se faire une place sur le prestigieux classement des matatus les plus cool du moment. En tout, un matatu neuf coûte près de 60 000 € et il faut attendre 2 ans avant de couvrir ses frais. Avoir un matatou pimpé, c'est avant tout pour se faire plaisir. Et avec ça, on attire plus de clients, surtout les jeunes. À l'opposé de ces bus pimpés, certains voyageurs optent pour des matatus classiques. Pour un trajet un peu plus calme, il faut compter environ 60 shillings. Il ne fait pas encore jour, la chasse commence. Fanaboy, ses compagnons de chasse et leurs chiens sont dans une réserve privée, à 1 heure de Johannesburg. Venir tôt leur donne plus de chances de trouver du gibier et diminue les risques de se faire prendre. J'aime chasser le gibier, je n'aime pas la viande qui vient de quelqu'un d'autre. Je préfère la viande fraîche, c'est de la bonne viande, avec des vitamines. Le groupe repère un troupeau de gnous, mais les animaux sont trop gros et parviennent à s'échapper. Fanaboy a eu des petits boulots sur des sites de construction, mais aujourd'hui il est au chômage, avec une femme et un enfant à charge. Et le risque d'aller en prison ne suffit pas à le dissuader. Avant, ils tiraient sur les chiens, mais aujourd'hui, ils ne le font plus. Ils t'attrapent et après, tu peux sortir de prison en payant 500 ou 1000 rands. D'après les défenseurs des animaux, les chiens font souffrir les proies avant d'arriver à les tuer. Et ils assurent que la majorité de ces chasseurs en ont fait un loisir et sont motivés par des gains financiers plus que par la viande. Avant, c'était traditionnel. Ils chassaient juste pour la nourriture et ça pouvait être 1 ou 2 hommes accompagnés de quelques chiens. Mais aujourd'hui, ils chassent pour le sport et ils font des paris pour gagner de l'argent. Cela fait 2 heures que les chasseurs arpentent la réserve en vain. Mais le soleil se lève, il est temps de partir avant qu'ils ne deviennent eux-mêmes des proies.
La semaine prochaine, nous irons à Madagascar où de jeunes créateurs de mode arrivent sur le marché international depuis quelques années grâce à leur audace et leur débrouillardise. À la semaine prochaine.